Justement, dont vous parliez, chère Annette. Et je vais être galant d'homme, puisque nous avons la représentante de l'entreprise Keolis, Marie, pardon si j'écorche votre nom de famille, je vous prie de m'excuser, Marie Gonzato. On vous accueille avec les applaudissements du public, s'il vous plaît. Pour l'entreprise Disney, le groupe Disney, j'accueille monsieur Éric Cosset, qui est directeur des parcs Opération Intégration. Bienvenue. Et donc, Marie, pour le groupe Keolis, est responsable de l'accessibilité du groupe, évidemment. Et enfin, celui qui est responsable de la mission handicap, donc diversité et inclusion pour le groupe Accor, monsieur Christian Pansard. On vous applaudit. Je vous en prie, prenez place. Alors là, on va voir justement différentes, grâce à nos trois protagonistes, différentes façons de faire, puisque on va peut-être commencer avec le groupe Keolis. C'est une entreprise française qui travaille à l'international, donc avec les règles du jeu français, mais pas forcément que. Comment ça s'articule justement, Marie? Alors, donc Keolis, effectivement, on est un opérateur privé qui opère des réseaux de transport public partout dans le monde. L'entreprise est française, on est basé à Paris, enfin Courbevoie plus précisément. Mais aujourd'hui, on opère dans 13 pays. Donc, par exemple, l'Australie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, le Qatar, etc. Donc, je ne vais pas tous les citer. Et en fait, on est en partenariat donc, avec des autorités organisatrices de la mobilité, pour qui on opère plus d'une dizaine à chaque fois de modes de transport différents, donc du bus, du car, du métro, du tramway, du transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, des navettes autonomes, etc. Donc effectivement, le groupe est basé en France. Donc pour les réseaux français, on répond à la législation française, bien entendu, mais après, évidemment, comme vous le savez, dans chaque pays, il y a ses propres législations, ce qui ne nous empêche pas cependant d'avoir on va dire des services et des protocoles groupes qu'on va pouvoir exploiter à l'étranger, comme par exemple notre nouvelle démarche accessibilité qui s'appelle Unique, qu'on déploie partout dans le monde, dans tous les réseaux, d'Hyderabad en Inde au Car Orléans au Québec par exemple. Et cette idée, elle est venue parce qu'il y avait des obligations dans certains pays, ou c'est de la proactivité totale en disant qu'on on va rationaliser une offre? J'ai envie de dire c'est les deux. De toute façon, il y a de toute façon des cadres réglementaires exigeants. Je pense notamment aux États-Unis, en France, en Australie aussi beaucoup. Et puis il y a aussi une volonté politique du groupe de déployer un maximum de services et de démarches communes à travers le monde. Et puis je ne vais pas vous mentir, il y a aussi un enjeu concurrentiel. Keolis, on est un opérateur privé, donc en fait on répond à des appels d'offres. Donc nos réseaux de transport sont remis à la concurrence tous les 6, 7, 8 ans. Donc on doit défendre nos bastions et partir à la conquête de nouveaux réseaux de transport. Donc il y a bien évidemment un enjeu concurrentiel derrière. Et effectivement, depuis quelques années, l'accessibilité pour tous monte en force. Chose qu'on voyait un peu moins dans le secteur des transports publics. Enfin, disons qu'on était vraiment sur l'accessibilité très structurelle. Les rampes d'accès au bus, les planchers plats. Là, aujourd'hui, voilà, on est beaucoup plus complet sur le parcours client. Et par exemple, chez Keolis, on va beaucoup plus parler de fragilité que de handicap, désormais. Donc, c'est bien, les mentalités avancent. Merci beaucoup, Marie. Je vais poser une question un peu différente, du coup, à Éric, par rapport à un groupe international comme Disney. Vous accueillez des millions de personnes chaque mois, donc dans le monde, je veux dire, évidemment. Et par rapport à cette marque Disneyland Paris, votre mission, si vous pouviez nous la présenter, qu'on envisage un peu la situation, s'il vous plaît. Donc bonjour, oui, Éric Cosset, je suis donc à Disneyland Paris et je m'occupe de tout l'accueil des personnes en situation de handicap. À partir du moment où une personne souhaite réserver et arriver chez nous, jusqu'au moment où elle retourne chez elle. Donc on s'occupe en fait de coordonner la réservation, le transport, l'accueil dans les hôtels, si le visiteur a décidé de rester dans un de nos hôtels,
et évidemment le séjour dans nos deux parcs d'attractions, et de s'assurer qu'en fait l'expérience de ces visiteurs, que ce soit au niveau des spectacles, des attractions, des restaurants, des boutiques, soit la meilleure, et c'est en fait une expérience qui est similaire à toute autre personne qui n'est pas vis-à-vis. Donc, globalement, c'est un de mes rôles, c'est m'occuper de tout ce qui concerne l'accessibilité de nos visiteurs. On y reviendra parce que vous avez abordé un sujet justement, une question dont je voudrais parler avec vous juste après. Et merci de m'avoir fait la transition. Pour le groupe Accor, donc Christian, vous pouvez nous présenter votre mission, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christian Pansard, je suis directeur de la mission handicap du groupe Accor. Alors, le groupe Accor, c'est un leader mondial de l'hospitalité, avec 5400 hôtels, 300 000 collaborateurs présents dans 110 pays. Et donc 50 marques, 50 enseignes pour le groupe. Merci beaucoup. Justement, les innovations que vous mettez en place, que ce soit en France ou ailleurs, comment ça fonctionne? Alors, bien sûr, au niveau de la mission handicap, on intervient à différents niveaux. Nous avons des accords d'entreprise en France, mais on intervient aussi au niveau international par des sensibilisations et également des partages de bonnes pratiques. On s'appuie sur les bonnes pratiques dans certains pays pour les déployer au niveau de l'ensemble du monde. Et je pense à un dispositif aux États-Unis comme le projet ADA, American Disability Act, que l'on a décidé de déployer dans l'ensemble du monde entier. Et c'est une grande évolution, une révolution, je dirais, puisque ça permet de remonter toutes les données d'accessibilité de tous les hôtels dans le monde entier et de pouvoir réserver directement des chambres accessibles, des chambres dites PMR, directement sur les sites de réservation. Et ça fait donc de nombreuses années qu'on essaye de le faire, et là c'est parti. Donc c'est un grand challenge, puisque ça oblige tous les hôtels à rentrer toutes les données, les photos, faire le lien avec tous les sites de réservation, leur système de planification des hôtels. Donc c'est voilà, mais je pense que c'est une grande évolution qui est en train de se faire au sein du groupe Accor actuellement. Du coup, vous êtes moteur de cette innovation en France, évidemment. Oui, la concurrence, parce que c'est un élément concurrentiel, même si sur ces sujets-là, je veux dire, l'intérêt est que les bénéficiaires puissent bénéficier de toutes les évolutions. Donc, mais c'est vrai qu'on est le premier à le faire par rapport à la concurrence, et on s'appuie là-dessus. D'autant que il y a Paris 2024 ou d'autres événements qui arrivent prochainement, et donc c'est un enjeu très important pour le groupe. Merci pour le teasing. Je ne vous ferai pas parler sous la pression, promis. Chez Disney, vous en avez parlé, Eric, justement, et vous avez abordé l'aspect spectacle, parce que c'est aussi un des grands moteurs, une des grandes motivations pour aller à Disneyland Paris. Comment vous avez eu l'idée de progresser d'abord, parce que vous avez le label Tourisme Handicap? Avez-vous le label Tourisme Handicap? Oui, bien sûr. On l'a depuis de nombreuses années, et tous les 5 ans, on fait un renouvellement, et avec succès. Et quel intérêt avez-vous trouvé, enfin le groupe a trouvé dans un premier temps? Avec le label handicap, en fait, ça permet aux visiteurs, lorsqu'un visiteur vient chez nous, il doit anticiper sa visite. C'est assez compliqué de venir en termes de transport, de comprendre en fait quel est le produit, qu'est-ce qu'un visiteur peut faire ou ne pas faire. Et donc on incite fortement nos visiteurs à se renseigner et s'informer et se préparer en amont de sa visite. Donc le fait que les deux parcs sont labellisés pour les quatre types de handicap, un visiteur en situation de handicap ou un futur visiteur, ça lui permettra de prendre connaissance et de se rassurer et de pouvoir en fait planifier correctement en ayant toujours dans son esprit que Disneyland Paris a préparé et est prêt à accueillir toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Et y compris sur les spectacles. Alors sur les spectacles, évidemment, en fait il y a deux aspects. Il y a les salles de spectacle qui évidemment sont adaptées, avec des zones qui sont spécialement réservées pour les personnes soit en fauteuil roulant. On a l'audio-description également qui est valable. Et on a lancé depuis quelques années en fait des spectacles qui sont traduits en langue des signes et également en signes chantés. C'est-à-dire qu'on a un performeur, un artiste qui est sur scène et qui, dans son interprétation, en fait, utilise la langue des signes également. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques années et qui est très,
très populaire et un très très bon retour. Est-ce que c'est un concept qu'on retrouve ailleurs dans le monde? Alors, dans les autres, dans le monde, je ne sais pas, dans l'autre monde, vous parlez dans les autres parcs Disney, je suppose. Alors, oui, chez Disney, évidemment. Disney. Alors, l'anneau testing, c'est quelque chose qui a été développé déjà depuis de nombreuses années également dans les autres parcs. Donc, c'est quelque chose qui est devenu maintenant un standard. En fait, les spectacles sont accompagnés avec des traductions en ligne. Tout à fait. Ben, ce sera sensiblement, Marie, la même question pour le groupe Keolis que vous représentez. Est-ce que vous avez des exemples justement de ces domaines d'activité? Des exemples concrets d'applications justement chez Keolis, 2 ou 3 que vous avez mis en place? Du coup, peut-être pour rebondir sur ce que dit mon collègue de droite, effectivement la question de la réassurance et de la préparation chez nous du déplacement, elle est essentielle. Donc nous, il y a des gros travaux qui sont en cours, notamment sur, alors liés en France à une obligation réglementaire qui est la collecte des données d'accessibilité, vous savez, pour alimenter les calculateurs d'itinéraire. Quand vous êtes sur le site internet d'un réseau Keolis, mettons Keolis Lyon par exemple, le réseau TCL, vous êtes en fauteuil roulant, vous allez avoir besoin de savoir si l'itinéraire que vous souhaitez emprunter est accessible. Donc ça, vous avez la possibilité de cocher une case qui va évidemment vous sortir que les bus accessibles, les tramways ou le métro. Donc ça, il y a un gros enjeu de préparation du déplacement. Et ça me fait penser aussi à d'autres actions qu'on peut mener en lien avec ce que je dis, qui sont vraiment autour de la pédagogie de la mobilité. Il y a un gros enjeu chez nous, c'est d'informer les clients, alors nous on parle de clients, je suis désolée, mais en tout cas les voyageurs sur comment préparer leur déplacement. Par exemple, il y a beaucoup de filiales Keolis qui ont mis en place des guides d'accessibilité, qui sont des guides pédagogiques avec toute l'information pour connaître les différents équipements, est-ce que le personnel est formé, où est-ce que je peux le trouver. Donc ça, on en a déployé partout, dans énormément de réseaux, dans des formats accessibles, parce que c'est bien beau de parler d'accessibilité, mais c'est quand même bien quand le contenant est aussi accessible. Et puis on a aussi mis en place pas mal de services d'accompagnement. Donc on a aussi des personnes, vous savez, qui sont à la limite de la déprise de mobilité, ce qu'on appelle dans les transports publics, c'est-à-dire qui sont plus assez autonomes pour être seuls sur nos réseaux, mais qui ont quand même envie de se déplacer, c'est leur droit. Et puis il y a un enjeu écologique fort dans notre secteur qui est d'éviter l'autosolisme. Et donc, depuis la fin du Covid, on n'a pas retrouvé nos pics de fréquentation d'avant Covid. Donc, il y a aussi un enjeu de ramener les voyageurs sur nos réseaux, d'emprunter les transports publics. Et donc, on a mis en place ces services d'accompagnement qui sont à destination des personnes en situation de handicap, mais plus globalement en situation de fragilité, liée à un handicap, temporaire ou pas. Et du coup, donc ça, on a mis en place, par exemple, à Caen, à Rennes, à Lyon, à Chambéry. Et donc, en fait, vous êtes accompagné dans un trajet défini par un accompagnateur qui est formé, donc un accompagnateur Keolis, et qui va vraiment vous aider à appréhender le réseau. Comment je gère une correspondance, comment je lis un thermomètre de ligne à bord, c'est pas toujours évident. Comment j'appréhende un plan de réseau. Vous savez, les plans de réseau, c'est pas toujours facile. Comment j'achète un titre de transport. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un titre de transport face à un DAT, un distributeur automatique de titres, mais ce n'est pas toujours évident de se repérer. Il y a plein de cartes d'abonnement qui existent, il y a plein de tickets qui existent. Et puis, par exemple, savoir repérer un arrêt, une destination, etc. Donc vraiment, toutes les actions pédagogiques sont énormément développées, surtout sur la question de la préparation du déplacement et de la gestion du déplacement en tant que tel. Et puis aussi pour appréhender les situations perturbées. Je pense que comme dans tous les secteurs d'activité chez nous, la bête noire, c'est la situation perturbée, inopinée ou prévue. Et du coup, évidemment, c'est dans ces moments de stress qu'il faut accompagner au mieux nos clients. Et la question, elle sera la même pour chacun de vous. Quelles sont les zones de difficulté que vous rencontrez pour la mise en place de vos opérations, justement? Alors, chez Keolis, elles sont multiples. Je pense comme chez tout le monde, déjà, il y a une question de moyens. Donc ça, il faut être honnête, et je pense qu'on le partage tous. Il y a une question aussi de comment les différentes parties prenantes s'investissent dans l'accessibilité. Vous savez, un réseau de transport, nous, l'opérateur, on est locataire du réseau, on a un donneur d'ordre au-dessus de nous, et puis on a des partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Donc il faut que tout le monde rentre dans la chaîne de valeur.
C'est pas toujours évident, je ne citerai personne, mais c'est pas toujours évident. Et puis après, il y a aussi un très très gros enjeu autour de la sécurité des passagers, des collaborateurs et des biens, des véhicules, etc. Je vais citer l'exemple du Covid. Vous savez, les transports publics, comme d'autres secteurs, on n'a pas arrêté en fait. Donc en quelques heures, on a dû sécuriser les véhicules, par exemple séparer les cabines de conduite des passagers. On a dû appliquer des protocoles d'hygiène très importants. Enfin, vous savez qu'Eolis, on est le leader français du transport des personnes à mobilité réduite. Donc il y avait aussi un enjeu derrière sanitaire, de sécuritaire, par exemple, PAM 75, en quelques heures, on a stické les véhicules, mis les protocoles d'hygiène en place. Donc c'est aussi peut-être la force de ce secteur, c'est d'être assez agile finalement. C'est pas forcément l'image qu'on en a, mais en tout cas, le Covid nous a permis de se prouver qu'on était agile, et puis il y a eu le transport des soignants aussi. Donc c'est vrai que, voilà, en tout cas, moi je pense que la grosse difficulté, c'est que les parties prenantes se parlent, les moyens qu'on met à notre disposition, et puis évidemment, ça je pense que mes collègues le partageront, c'est comment les consciences avancent aussi sur la notion de fragilité aujourd'hui, et on vient de loin quand même. Eric, chez vous à Disney justement, est-ce qu'il y a eu des zones de difficulté qui sont apparues quand vous avez décidé, d'ailleurs c'était quand la mise en place de ce label Tourisme et Handicap? Alors le label, ça remonte à 2004, je crois, ou même. Donc c'est assez loin. Non, les difficultés que l'on peut rencontrer, c'est en fait une de nos valeurs principales à Disneyland Paris et dans la société Disney, c'est la sécurité des visiteurs. En anglais, donc la safety, on avait parlé, c'est notre priorité numéro 1. Donc tout ce que l'on fait doit être dans un environnement qui est sécure et sans aucun problème. Donc après, c'est d'associer en fait nos process, notre accueil et l'expérience des visiteurs et être certain que nos visiteurs sont toujours en sécurité. Donc ce mélange entre les deux, surtout dans des attractions où vous avez des véhicules qui sont en mouvement, des grands 8, en fait, je vais l'appeler comme ça. Donc il faut qu'on toujours qu'on s'assure, et c'est un élément qui est déterminant dans nos process, dans la façon de travailler, etc. Cette combinaison est très importante et essentielle pour nous. Ça a été un élément de cohésion dans vos équipes? De cohésion, en fait, dans nos valeurs de Disney, la clé numéro 1, la première valeur, c'est la sécurité, c'est en anglais la safety. Et cette clé, en fait, on a 4 clés. Et la première, c'est la sécurité. Et tout ce que l'on fait doit être en priorité dans la partie sécuritaire. Donc, en termes de cohésion, oui, dans le sens où tout ce qu'on fait, quel que soit le niveau hiérarchique, quel que soit le travail qui est effectué, est toujours dans cette priorité-là. Merci beaucoup. Christian, dans le groupe Accor, quelles sont les différentes zones de difficulté, là aussi, de mise en place, avant que ce soit, bien sûr, par la France, on va d'accord, c'est par la France, mais peut-être aussi, de par votre implantation internationale, vous avez peut-être aussi d'autres problématiques. Oui, déjà, on a une forme aussi de labellisation interne au travers des standards de toutes les marques que l'on peut avoir. On a décidé de mettre des critères handicap dans ces standards des marques qui seront audités pour chaque marque, pour chaque hôtel. Et donc, on s'est heurté aussi à des différences de culture. Donc, je prends l'exemple que dans un standard, on a mis donc un point qui nous paraît évident de pouvoir accueillir les chiens guides et d'accompagnement dans tous les hôtels dans le monde entier, pour toutes les marques, et sans surcombination. Mais on a eu des retours de certains pays qui nous ont dit bah oui, mais ça ne correspond pas à notre culture, donc d'accueillir un animal dans un hôtel ou dans une chambre. Et ils demandaient une exception, on n'a pas forcément accordé justement parce qu'on s'est dit que ça dépasse ce cadre-là, et donc les valeurs du coup qui interviennent au niveau du groupe sont un petit peu plus fortes que des aspects culturels qu'il peut y avoir et des freins justement pour ces éléments donc, qui nous semblent évident. Oui, Annette. Non, je laisse terminer. Oui. Voilà, autrement, donc, effectivement, d'autres éléments dans nos standards, de pouvoir avoir des boucles magnétiques dans tous les hôtels, de pouvoir aussi avoir des éléments de bon sens pour l'accueil, parce que c'est souvent ça, on parle d'innovation, etc. Mais déjà, donc, dans les hôtels,
dans le contrôle par exemple des chambres, de pouvoir se mettre à la place du client, se dire on peut avoir des chambres qui sont belles, qui sont adaptées pour accueillir les personnes en situation de handicap, et on va retrouver les baignoires à 2 mètres de haut, ou la machine à café à 1,50 m, ou des fois la poubelle dans la salle de bain qui s'ouvre avec le pied, ou le pommeau de douche. Voilà. Et on demande aux collaborateurs dans le monde entier de pouvoir avoir ce regard quand on fait le contrôle des chambres pour se mettre à la place des clients. Et ça passe aussi par des formations que l'on vise à délivrer dans l'ensemble des hôtels du groupe. Merci. Annette? Oui, alors je voulais simplement dire, parce que j'ai entendu quelques mots intéressants. Le premier, il y a certains pays qui sont exigeants. Alors nous, en France, à chaque fois qu'on rencontre évidemment des prestataires touristiques, en sens général, c'est de nous dire vous êtes trop exigeants. La loi française est trop exigeante, vous êtes trop exigeant pour la marque. Donc j'aimerais bien qu'on dise quels sont les pays qui sont plus exigeants que nous, parce que ça nous permettrait quand même de dire attention, on est peut-être exigeant, mais enfin, en tout cas, c'est la finalité, c'est le confort du client, enfin, ou du visiteur, suivant le cas de figure. Donc ça, pour nous, c'est important en termes d'argumentation. C'est souvent le retour que nous avons. Et puis, je me permettrais de dire, par rapport aux différentes interventions, que évidemment, je suis ravie de la révolution, je vais dire, ou de l'évolution, mais je vais appeler ça de la révolution, on en a parlé, M. Ponsard, de pouvoir en autonomie réserver sa chambre accessible, ce qui, ça fait des années qu'en tout cas en France, on le souhaitait, parce que c'était vraiment très compliqué. Alors bon, il y a bien sûr accord, mais après, il faudra que ce soit l'ensemble des services hôteliers qui puissent le faire, donc c'est quelque chose vraiment à communiquer, puisque obtenir sa chambre en direct, c'était pas possible. Et ce que l'on peut aussi noter, parce que on peut rencontrer un certain nombre de difficultés, c'est que très peu d'établissements, alors je parle bien sûr de tout ce qui est prestataire touristique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le registre d'accessibilité, qui devrait être mis en ligne, et aussi que les sites internet soient numériquement accessibles. Ça, c'est encore un autre point qui commence à évoluer, mais qui pose problème, puisque effectivement, si on met des éléments, mais qui ne sont pas lisibles par un certain nombre de personnes, c'est compliqué. Donc, je vous dis simplement mes difficultés à aujourd'hui. Et puis évidemment, Disney va pas forcément le dire, mais enfin, vous avez été précurseur sur un certain nombre de choses. Après, petit à petit, le groupe développe, mais vous avez dû aussi gérer des flux. C'est-à-dire qu'en France, la difficulté, en tout cas, c'est quelquefois qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a un certain nombre d'abus, et vous avez dû, ce qui est légitime, revoir un peu vos conditions d'accès, que vous en avez parlé il y a un peu plus d'1 an de mémoire. Donc peut-être le rappeler, les difficultés que vous pouvez concerner ce genre de choses. Peut-être aussi pour les établissements hôteliers, parce que le transport, je sais moins, donc Marie répondra aussi, c'est qu'aujourd'hui, normalement, une chambre accessible peut être louée par tout un chacun, et qu'on rencontre encore des hôteliers qui nous disent « Ah non, c'est que pour les personnes en situation de handicap fauteuil », parce qu'en général, ça se résume au fauteuil, et je la garde jusqu'au dernier moment. Et après, ils nous disent je ne l'ai jamais loué. Donc voilà, je pose quelques questions à revoir ensemble, je ne sais pas qui. Alors, sur la question de l'exigence en France, personnellement, j'ai une vision un peu globale des parcs d'attractions en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait une exigence en France qui est plus élevée que dans d'autres pays européens. Bon, j'inclus l'Angleterre, même si on connaît la situation Brexit. Les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, etc., ont des normes et des réglementations qui sont tout aussi élevées et exigeantes que celles en France. Une des grosses différences en France, c'est la notion de priorité, qui n'existe pas dans d'autres pays, où en France, en fait, une personne qui est en situation de handicap et qui est officiellement reconnue comme telle a une priorité d'accès. Pour les boutiques, les restaurants, même pour au niveau des attractions. Et je pense que ça, c'est un élément qui fait une grosse différence par rapport à d'autres pays européens. Peut-être pour compléter, je pense que parfois, on a une vision un peu moins pragmatique que nos collègues européens notamment. C'est vrai qu'en France, pendant très longtemps, l'accessibilité, ça a été blanc-noir, c'est-à-dire on était 100% accessible ou on ne l'était pas, et la nuance de gris, par exemple, chez nos collègues anglo-saxons, elle est beaucoup plus abordée. À Londres, dans le métro, vous avez une qualification du degré d'accessibilité du métro. Alors, on commence à le faire en France, par exemple, je pense
au réseau Cube à Quimper. Mes collègues de Keolis Quimper ont travaillé à un plan de réseau où vous avez en fait une hiérarchie de l'accessibilité. Alors c'est assez simple, hein, mais c'est est-ce que l'arrêt est accessible, oui, non, au sens de la loi, parce que ça, de toute façon, c'est normé. Puis, est-ce que l'arrêt est accessible avec de l'aide, ou est-ce que l'arrêt n'est pas accessible? Alors, mais ça, vous voyez, cette vision-là, anglo-saxonne, elle est implantée depuis très longtemps, notamment au UK et aux États-Unis. Ça commence en France, mais doucement quand même. Et donc, c'est peut-être ça, en fait, qui nous manque, je pense, c'est se tourner encore plus vers l'usage. Puis peut-être de se dire, bah, on n'est pas 100% tout le temps parfait. En revanche, il y a ça qui l'est, il y a ce service qui met en place cet équipement. Et puis je pense que les Français, on est aussi parfois, on nous traite souvent d'arrogants, mais en tout cas sur l'accessibilité, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce qui est bien. Quand on parle de l'accessibilité, c'est toujours ce qui ne va pas. Le fait qu'il n'y ait pas de pénalité, le fait que voilà. Mais il y a aussi des belles choses qui sont faites, et ça, je pense que c'est dans tous les secteurs d'activité, hein, dans la culture, dans le tourisme, dans les loisirs, dans le transport, dans tout. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de savoir nous vendre, et je pense que là, on est un peu moins bon que certains. Ouais. Christian ? Pour compléter, sur l'accessibilité numérique, on travaille beaucoup, on a des équipes intégrées à nos équipes qui travaillent en amont sur tous ces sujets d'accessibilité qui sont vraiment importants, hein, pour pouvoir rendre nos sites et nos applications mobiles complètement accessibles. Et autrement, sur l'autre point, sur les chambres PMR, on n'aime pas trop le mot, donc on les a renommées un petit peu Smart Room, voilà. Et notamment Smart Room. Ah oui, bien. Voilà, pour déjà que toutes les adaptations de la chambre soient intégrées au design. Parce qu'on retrouvait souvent, paradoxalement, ces chambres qui donc avaient une petite allure de clinique où les personnes en situation de handicap n'y allaient pas forcément et les autres clients voulaient y aller parce qu'elles étaient plus grandes. Donc il y avait ce paradoxe. Donc là, on design tout ça et on met en place des nouvelles technologies aussi et on déploie donc, cette chambre au niveau du monde aussi. Pas forcément l'intégralité de la chambre, mais quelques astuces que l'on peut retrouver donc, dans les différents hôtels. Et ça change tout, puisque c'est une chambre bien sûr accueillante donc, pour tous les clients, hein, donc, et qui permet également donc, d'être vendue. Et cette question, effectivement, c'est donner priorité, bien sûr, d'accès à cette chambre pour l'idéal, notre idéal, c'est que toutes les chambres puissent être accessibles. Les petits blocages ne sont pas forcément nombreux, c'est la salle de bain surtout qui est un blocage des fois, mais j'ai des clients qui se déplacent en fauteuil roulant, hein, bon, des fois c'est des sportifs de haut niveau aussi, hein, donc ils vont dans d'autres chambres que la chambre PMR dans l'hôtel parce qu'ils ont leurs habitudes, et ils me disent aussi, on a des marques standardisées qui le sont moins puisqu'on s'adapte beaucoup aux cultures locales maintenant, mais qui s'y retrouvent, ils savent que partout dans le monde, ils vont aller dans un nouveau hôtel, par exemple, ou dans un hôtel Ibis, ils savent avoir leur repère. Et c'est valable aussi pour différentes situations de handicap, hein, donc pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, ou d'autres situations de handicap. Mais vous m'amenez alors la question, merci beaucoup Christian, pour chacun de vous, et peut-être d'abord par Marie, parce que vous avez parlé d'Australie tout à l'heure, et ça relie un peu le sujet, et ça relie ce que disait aussi Annette. Quels sont les aspects vertueux des obligations françaises, justement, que vous avez pu exporter pour gagner des parts de marché, ou pour gagner des clients, ou pour gagner en satisfaction, ou en qualité? Je pense qu'il y a la question de la formation, hein, c'est des outils qu'on déploie dans le monde entier. Par exemple, là au siège, on a déployé un module e-learning qui est accessible à l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a un peu plus de 68 000 aujourd'hui. Parce qu'effectivement, moi qui travaille au siège, j'ai un enjeu de déploiement qui n'est pas toujours simple. Enfin, vous l'avez dit, il y a la question de l'interculturalité, il y a la question de est-ce que dans tel ou tel réseau, j'ai un homologue ou quelqu'un en charge de l'accessibilité. C'est pas toujours évident, hein. Parfois, c'est un responsable d'exploitation marketing qui dans son giron à l'accessibilité, mais pas que. Du coup, je vais plutôt prendre la question à l'inverse et je vais plutôt peut-être vous présenter 2-3 initiatives intéressantes de l'étranger qui sont en train d'arriver chez nous, en France. La première, je pense à un programme autour des handicaps invisibles. Peut-être vous en avez entendu parler, peut-être chez Disney, je ne sais pas. C'est un programme anglo-saxon qui s'appelle Hidden Disability Sunflower, donc les handicaps invisibles avec le logo du tournesol. C'est un programme qui est né en 2016 à l'aéroport de Gatwick. Donc l'idée, elle est simple, hein, c'est
de former le personnel aux fragilités invisibles, et je parle bien de fragilité et pas de handicap parce qu'il y a vraiment une multitude de situations, et de proposer aux visiteurs qui portent une fragilité invisible d'avoir un signe reconnaissable mais très discret, donc un tour de cou, un bracelet, une petite carte, et inversement de permettre au personnel qui a reçu cette formation lui-même d'avoir par exemple un pins avec le tournesol. Donc ça peut paraître très anecdotique comme ça, mais en fait ça permet d'embarquer énormément de personnel en contact, d'avoir un vrai projet d'entreprise et surtout d'aborder l'accessibilité un peu différemment. Je pense que la question de l'accessibilité structurelle en dur, on sait faire maintenant. On sait faire, il y a encore des trous dans la raquette, mais par contre l'enjeu pour moi il est vraiment sur les fragilités invisibles, notamment la question de l'avancée en âge, de toutes les fragilités qu'on peut rencontrer. Vous savez, dans les transports publics, c'est très anxiogène en fait. Donc nous, on a vraiment un enjeu aussi de réassurance, de sécurité évidemment. Et du coup, donc, ce dispositif, il a été mis en place sur le réseau Yaratram à Melbourne, donc le réseau de tram opéré par Keolis, sur le réseau de train d'Adélaïde, et puis dans un beaches au nord de Sydney. Et j'espère vraiment, on est en train de voir comment on peut le déployer côté français. Alors, c'est à l'anglo-saxonne, donc bon, il va falloir un peu convaincre certaines personnes. Mais je trouve que c'est une bonne façon aussi d'appréhender un peu autrement et de changer de regard. Voilà, ça c'est un des enjeux forts de l'année prochaine, c'est pour le groupe en tout cas, donc à mon niveau, de déployer des outils sur le handicap invisible, alors pas que le Sunflower, plein d'autres outils. Et puis je voulais vous partager aussi deux autres exemples très rapidement. Toujours en Australie, nos collègues ont déployé, alors en lien avec une association australienne qui s'appelle Scope Australia, qui pourrait être un peu tourisme handicap version Australie. On a déployé un programme qui s'appelle Communication Access Symbol, justement autour de la question du handicap de communication. Pourquoi on a des barrières de communication? Parce qu'on ne sait pas parler la langue, parce qu'on a une aphasie, parce qu'on a eu un type de surdité. Et donc pareil, on a déployé des outils sur le réseau de Melbourne pour les agents en contact, donc vraiment les agents que vous allez retrouver sur le quai du tram et à bord. Donc par exemple, c'est des plans et des tablettes tactiles où on a dessiné des logos qui vont représenter l'environnement du tramway et l'environnement de Melbourne pour essayer d'échanger avec les passagers qui, pour X raisons, ne peuvent pas parler. Comme je vous disais, voilà, un touriste qui arrive, tout le monde ne parle pas anglais. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont déployés, alors beaucoup en Australie, mais qui sont en train d'être exportés ailleurs. Et enfin, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est à Londres, sur la ligne automatique DLR qu'on exploite, donc c'est du métro automatique. Il y a eu un partenariat avec le NHS, donc qui pourrait correspondre à notre sécurité sociale en France, où en fait on a fait un partenariat pour permettre aux voyageurs qui, pour des raisons notamment d'hospitalisation ou de pathologie psychique, ont été très longtemps éloignés du transport public et ont besoin, pour se réinsérer dans la vie de tous les jours, de réemprunter cette ligne. Et donc on a formé nos collègues, donc il y a des collègues qu'on appelle ambassadeurs qui sont là pour les accompagner. Ça pourrait correspondre au service d'accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire que là, il y a même une infirmière du NHS qui a été employée par Keolis pour faire la formation. Et on va vraiment accompagner les voyageurs, par exemple, qui peuvent avoir des troubles liés à la claustrophobie, à l'anxiété, et qui, pour X mois, ont été hospitalisés, et qui ne savent plus se repérer sur le réseau, qui ne savent pas forcément comment acheter un type de transport, qui ont besoin d'être réassurés. Donc voilà, ça c'est un partenariat public-privé qui a reçu plusieurs prix d'ailleurs récemment, et qui permet en fait aux voyageurs de se réinsérer socialement dans la société. Donc c'est vrai qu'on a un rôle, je pense, très fort en fait, les opérateurs de transport public, parce que c'est finalement quelque chose qu'on prend au quotidien, les transports. Souvent on n'y passe que quelques heures, on fait une correspondance, mais derrière en fait on a vraiment un rôle d'accompagnement et puis on a une mission de service public, tout simplement. Eric, donc vous c'est un peu particulier puisque c'est une entreprise américaine mais qui est implantée en France. Est-ce que vos collègues de l'étranger regardent justement ce que vous faites et essaient de l'appliquer? Alors de façon globale, on échange continuellement entre les différents parcs. Mais Disney c'est en termes de parcs, il y a donc les États-Unis. Il y a nous à Paris, il y a les parcs en Asie, donc il y a Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Donc on a une diversité qui est quand même très spécifique. Et chaque pays a ses réglementations, ses cultures qui sont différentes.
Ceci dit, il y a quelques années, le groupe Disney a décidé de rajouter une 5e clé de valeur à sa clé de valeur. Avant, Walt Disney lui-même avait créé 4 valeurs. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est la courtoisie. La troisième, c'est le spectacle. Et la quatrième, c'est l'efficacité. Ce sont 4 valeurs qui ont été créées, encore une fois, par Walt Disney lui-même et qui continuent de nos jours à vivre. Il y a quelques années, il a été décidé, au sein du groupe Disney, de rajouter une 5e clé, qui est diversité et inclusion. Et donc ça s'applique dans tous les parcs Disney, mais également dans tous les différents produits et différents secteurs d'activité du groupe Disney. Donc sur cette ombrelle, si vous voulez, chacun des parcs ensuite applique ses procédures, ses process, c'est l'expérience que l'on offre aux personnes en situation de handicap en fonction de la législation locale, qui est très différente aux États-Unis, en France ou dans les pays d'Asie. Et finalement, est-ce que la France est vraiment si dure que ça ou pas par rapport à vos... Si dur. Si difficile que ça, parce que c'était un peu le propos de débat, par rapport à vos homologues de différents pays du monde? Enfin, c'est différent. Ce que l'on a fait, en fait, c'était en décembre 2020. On a lancé un nouveau programme d'accueil pour les personnes en situation de handicap dans nos parcs, que l'on a baptisé Magic Hall, qui est un jeu de mots, donc Magic Hall, c'était en français en fait la magie pour tous. Et dans ce programme, en fait, l'idée c'était de donner l'initiative à nos visiteurs de choisir leur expérience en fonction de leur propre autonomie. C'est-à-dire qu'auparavant, on demandait aux visiteurs quel était leur type de handicap. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce nouveau programme, on laisse les visiteurs, en fonction de leur propre autonomie, de décider ce qu'ils peuvent ou ne pas faire dans nos parcs. Et ça, c'était quelque chose d'assez important dans nos changements et dans nos process. Merci. Christian, vous avez en partie répondu à la question en l'occurrence, mais moi j'aimerais savoir justement si tout ça augure d'un avenir, puisque vous avez déjà aujourd'hui mis en place tout ça, donc forcément vous devez avoir des projets en cours. Enfin, il y en a dont vous ne nous parlerez peut-être pas parce que ce n'est pas encore d'actualité, mais... Tout à fait. Oui. Alors, ce que l'on fait en ce moment, c'est qu'on s'appuie sur les différents événements qui arrivent en France pour pouvoir les déployer ensuite à l'international et renforcer toutes nos actions, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients. Donc, on a mené un groupe de travail. Pour les différents événements, il y a les Championnats du monde de paraathlétisme qui se déroulent en juillet 2023 à Paris, les Championnats du monde de rugby, et il y a les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et on habite toutes ces actions en mettant... en classant ces actions en médaille de bronze, médaille d'argent ou médaille d'or, suivant la difficulté de mise en place peut-être de ces différentes actions, et pour avoir déjà le basique. Pour les collaborateurs, c'est comment mieux accueillir le client que d'avoir des collaborateurs en situation de handicap dans nos hôtels. Avec cette sensibilité qu'il y a, et on a beaucoup d'exemples de recrutement ou d'outils pour le recrutement. On a embauché récemment une personne non-voyante qui travaille à l'accueil dans un hôtel. Ça change. Le regard, c'est le cas de dire en France, du handicap en France, au plus loin de Paris Tour Eiffel. Et c'est extraordinaire l'expérience que c'était vivre pour l'ensemble de l'équipe, des collaborateurs, parce qu'il y a énormément de talents, puisqu'il est musicien, il est conférencier, il est sportif de haut niveau, et les clients qui se voient accueillir par une personne non-voyante, c'est une expérience extraordinaire. Et c'est lui qui peut accompagner les clients à leur chambre, ils pourront partager cette expérience ensuite, mais il y a beaucoup de sens que l'on a aussi, mais qu'on ne développe pas, et c'est extraordinaire. Aussi, on parlait donc d'un handicap plus invisible, comme l'autisme. Par exemple, on a embauché des personnes, on accompagne, on forme tous les équipes, on le coach pendant 1 an. Ça y est, son coaching est terminé puisqu'il est complètement épanoui dans son poste. Mais aussi, avec la difficulté de porter à la connaissance du client une situation de handicap qui est plus invisible. Ça, on n'a pas réussi à le faire, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans cette situation. D'autres personnes non-voyantes qui travaillent aussi à la réception d'hôtel avec le chien guide qui est dans son panier à côté de la réception. C'est un autre collaborateur pour l'hôtel. Donc, toutes les solutions pour les collaborateurs, pour la formation également. On a une formation avec notre Académie Accor sur l'accueil des clients en situation de handicap. Ça fait plus de 10 ans qu'on forme à peu près 500 personnes par an sur ce sujet. Et on regarde pour l'avenir aussi différentes solutions qu'on
on peut mettre en place dans les hôtels. Je pensais par exemple à une solution de formation SpeakYou pour l'accueil des clients déficients visuels et qui permet non seulement d'accueillir les clients, mais d'adapter les recettes de cuisine. Voilà. Puisque des clients vont se priver de certains plats, parce qu'ils sont trop difficiles à manger. Et donc voilà, le fait de travailler le plat pour qu'il soit facile à manger permet à tous les clients de profiter de toute la carte du restaurant. Je pense aussi à des solutions comme changer la signalétique des places handicapées, qui sont représentées par le fauteuil roulant. Donc, et on a mis en place, voilà, ce qui stigmatise, aussi le handicap par rapport au fauteuil roulant. Ça vient d'une remarque d'une petite jeune fille qui avait dit à ses parents pourquoi la personne qui n'est pas en fauteuil roulant est gardée sur la place handicapée. Et donc c'est une signalétique ludique autour des sports paralympiques, mais pas que. Il peut y avoir une personne âgée un petit peu marrante, et puis enthousiaste, dynamique, de couleurs, etc. Et qu'on a déployé au siège dans certaines marques en France et puis dans le monde, qui commence à être déployé également. C'est génial. Aussi de travailler sur des chambres ou des hôtels, des espaces autisme friendly aussi dans les hôtels. Donc c'est adapter certaines couleurs, c'est adapter des endroits plus calmes que des fois les salles de petit déjeuner qui sont un petit peu bruyantes. Voilà, c'est plein de solutions comme ça que l'on étudie. Par exemple, de proposer les mêmes services aux clients. Je pense que dans certains hôtels, on propose des trottinettes aux clients. Il y a des solutions qui existent, qui sont géniales, qui permettent de clipper donc, la trottinette sur le fauteuil roulant et puis pouvoir se déplacer. Et pour les Jeux olympiques et paralympiques, ça va être aussi un moyen de déplacement important puisque tous les lieux de compétition seront reliés par des pistes cyclables. Voilà, c'est tout ce genre d'innovations, et voilà, qui sont aussi simples puisque c'est proposer le même service à tous les clients. Vous êtes tous les trois représentants d'entreprises privées. Vous êtes forcément retournés un moment vers un TH pour pouvoir vous aider aussi à avancer dans vos qualifications. Mais quelles seraient les aides vraiment que vous apprécieriez d'avoir pour pouvoir continuer à performer sur ces objectifs de tourisme et handicap et d'accessibilité de manière générale? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors moi j'ai une idée. Ça serait éventuellement d'avoir un référentiel ATH, par exemple pour certains, enfin je sais pas, peut-être que pour certaines stations de métro, ou pour par exemple aussi nos agences commerciales. Nos agences commerciales, vous savez, c'est des lieux où on peut venir avoir des renseignements, faire sa carte de transport qui pourrait correspondre finalement au référentiel office de tourisme, d'une certaine façon. Donc on pourrait, parce que c'est vrai que alors les transports publics ont fait partie intégrante de la chaîne de mobilité d'un touriste. Et voilà, je me dis que ça pourrait peut-être être une piste de partenariat autre. Et puis, par exemple, chez Keolis, on opère quand même dans certaines villes très touristiques, à Lyon, à Rennes, à Lille. J'ai des gros réseaux, il y a Bordeaux aussi. Et puis peut-être qu'un jour ATH à l'étranger, je ne sais pas si à Melbourne. Mais pourquoi que la côte ouest? Oui, ou ailleurs, à Hyderabad, en Inde, là les bus de Sydney. Ou Brisbane, c'est bien aussi. Pas nous. Je vous souhaite d'y arriver. Eric? Nous, on sollicite souvent Annette et son équipe parce que l'aspect de l'accessibilité a des aspects aussi très techniques, avec des mesures très spécifiques de hauteur, d'espace, etc. Et parfois, on est un petit peu perdu entre les différentes réglementations, etc. Donc, on sollicite souvent Annette et son équipe pour avoir une expertise qu'on a besoin en supplémentaire de celle qu'on a en interne chez nous. Donc, c'est surtout sur cet aspect-là qu'on a besoin d'aide. Question? Pour ma part, je pense que c'est déployé à l'échelle, parce qu'on peut avoir des exemples par-ci par-là de solutions accessibles, etc. Mais pour faire que l'ensemble des hôtels puissent proposer les mêmes services et être accessibles, c'est surtout cette difficulté. Et c'est pour ça qu'on choisit cette opportunité de Paris 2024 pour faire mettre tout ça à dimension et de s'appuyer sur ces bonnes pratiques. Autrement, je pense que c'est une question de volonté. On ne demande pas forcément d'aide. C'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec la ville de Paris, le comité d'organisation de Paris 2024, différents ministères également qui interviennent. Voilà, c'est pas forcément de l'aide, c'est un petit peu de coordination, un petit peu de tout ça pour aller tous dans le même sens et progresser. Pardon Annette, ce que je n'ai pas entendu et donc qui est intéressant,
c'est que globalement, on va dire un marketing qui est mis en place, parce que c'est normal, il faut aller chercher des parts de marché, mais a priori, en interne, le côté empathique, le côté formation a l'air très naturel. Ça semble ne pas poser de difficulté. C'est ce qui se passe chez vous. A priori, enfin, c'est ce que je ressens dans ce que vous dites et de ce que vous ne dites pas. Alors, après, ça va dépendre des situations. Hein. Je ne dis pas qu'on est parfait tout le temps. J'ai parfois des réclamations sur mon bureau, y compris du défenseur des droits. Voilà, il y a encore des couacs. J'en ai une il n'y a pas longtemps d'un réseau de bus où une personne malvoyante on lui avait refusé l'accès à bord avec son chien guide. Donc voilà, moi mon rôle ça va être de rappeler les règles. Donc il y a encore des couacs. Mais c'est vrai que globalement, on est dans des métiers alors en grande difficulté en ce moment. Je pense que vous l'avez vu qu'on manque de conducteurs, hein, pas que chez Keolis. Mais on est d'abord dans un métier d'accueil et de service. On peut avoir tendance à croire que le conducteur dans sa cabine, il ne va pas interagir avec le client. Alors, dans le métro et le tramway, c'est vrai parce qu'en termes de sécurité. Mais voilà, en tout cas, chez Keolis, l'humain est vraiment au cœur de l'expérience, de l'excellence opérationnelle, pardon. Et puis, je pense qu'après, nous, c'est aussi dans notre ADN. Hein. Comme je vous disais, on opère un peu plus de 45 réseaux de transport spécialisés, comme PAM 75, mais pas que. Et donc oui, la question de la formation, elle est... je dirais pas que c'est un non-sujet, mais maintenant, c'est plus qu'ancré. Voilà. Ça reste un enjeu, parce qu'il y a toujours cet enjeu de former les nouveaux entrants, et puis il y a un turnover tel, en ce moment, dans le secteur des transports, que c'est compliqué. Donc il faut se réinventer, il faut créer des nouveaux outils, il faut déployer. Mais c'est vrai que nous, c'est un enjeu qui est aussi dans notre raison d'être. Hein. On parlait des raisons d'être, donc nous, c'est Keolis Way qui repose sur 4 piliers, et le pilier passager notamment, donc, pour lequel moi je travaille, l'accessibilité, elle est inclue dans le pilier passager, mais pas que. Voilà, la question de la formation, elle est... c'est central, quoi. C'est historique, et partout dans le monde. Eric ? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, l'accessibilité fait partie de nos 5 valeurs dans le programme plus global qui est diversité et inclusion. Et on a également des programmes de formation, comme les autres intervenants, des programmes de formation et de sensibilisation, c'est un peu différent en fonction du profil des cast members, en fait, nos employés. Tout ça fait qu'à la fin, les retours de nos visiteurs sont généralement très positifs. Et on a des commentaires qui nous disent, quand on vient à Disney, tout le monde est sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et on a souvent ce retour des visiteurs en disant, chez vous, il n'y a pas de problème, parfois on est inadéquat, parce que vu le nombre de visiteurs que l'on a, ça peut arriver, mais de façon globale, les visiteurs nous répondent en disant, chez Disney, vous avez une sensibilité, vous avez vos employés qui sont vraiment prêts à nous accueillir et qui connaissent la façon de nous accueillir, nous, visiteurs en situation de handicap. Oui, parce qu'à travers vos métiers dans le parc, vous avez la restauration, vous avez l'hôtellerie, qui sont des secteurs en crise de recrutement. Vous arrivez malgré tout à avoir un recrutement de personnes aussi en situation de handicap sans problème. Le turnover est présent chez nous, comme dans tout le tourisme. Donc on a des programmes de formation et de sensibilisation, c'est pour ça que j'ai mentionné la sensibilisation. Il n'y a que toute personne qui arrive à Disneyland Paris a un parcours d'intégration, et dans ce parcours d'intégration, il y a une sensibilisation à l'accessibilité. Donc c'est automatique tout de suite, dès les premiers jours, pour que la personne réalise tout de suite, à Disney, l'accessibilité est une valeur, et une valeur qui est bien représentée. Et c'est une valeur qui aide aussi à fédérer les équipes. Tout à fait, parce que tout le monde est tellement sensibilisé qu'à la fin, dès qu'il y a un visiteur qui se présente, tout le monde va pour rejoindre en fait ce que je mentionnais tout à l'heure, Magical, c'est-à-dire une expérience magique pour tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant et qui fédère tout le monde. On va peut-être prendre un micro pour Annette. Juste une précision pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Tout à fait, on emploie effectivement aussi de nombreuses personnes en situation de handicap, tout à fait. Et c'est, sans aucune distinction, et c'est, j'imagine.
Ah oui, on a des postes et on aménage en fait nos postes de travail également, pas seulement dans les bureaux administratifs, hein, mais également ce qu'on appelle le on-stage, c'est-à-dire devant les visiteurs, que ce soit les caisses des restaurants, que ce soit les caisses boutiques. On adapte également les positions pour qu'une personne qui souhaite venir travailler chez nous puisse travailler en tant que caissier dans une boutique, et le comptoir est adapté du côté visiteur, mais également du côté employé. Et tout type de handicap, comme on parlait tout à l'heure, Christian. Tout à fait. Et chez vous, justement, alors est-ce que c'est aussi une notion d'émulation d'entreprise, cette accessibilité? Je sais qu'une des clés de communication, vous en parlez parce qu'il y a aussi la restauration, et ces rôles, notamment les fameux programmes que l'on voit en communication, voilà, c'est pas juste du marketing. Non, c'est une réalité. Aussi, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux tensions de recrutement dans l'hôtellerie, il y a ce paradoxe que moi, j'ai énormément de candidatures, des milliers de candidatures de personnes en situation de handicap. Ce que j'aimerais faire, c'est, que chaque recruteur ait le réflexe d'aller voir s'il y a des candidatures de personnes en situation de handicap. Tout simplement, toutes nos offres, par exemple en France, sont interfacées avec des sites spécialisés, notamment de l'AGFI. Donc, par ce biais-là, soit que le recruteur va recevoir directement la candidature, ou soit il va avoir accès à un vivier de... Là, j'ai presque 2000 candidatures dans ce vivier. Donc, ce que je voudrais voir, c'est pour mettre en dimension, la dimension que je disais tout à l'heure, c'est qu'on puisse s'engager, voilà, pour chaque recruteur, à aller voir si on a la candidature des personnes en situation de handicap. Oui, je voulais simplement rebondir sur trois choses. La première, c'est moi j'ai toujours vu le premier spectacle en langue des signes et que la personne qui était là, c'était une personne sourde qui traduisait le spectacle en langue des signes. Donc c'est vraiment de l'intégration, je dirais, totale. Après, précision que vous avez dit, c'est vraiment, nous on nous demande de l'information fiable, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap qui nous contactent, des fois, ils nous disent je vais aller à tel endroit, mais je ne trouve pas d'informations fiables. Le positif comme le négatif. Alors, quand je dis négatif, ce qui n'est pas possible éventuellement de faire, ou comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont compliquées. Et comme on a énormément de questions pour 2024, nous avons fait une rubrique spécifique qui s'appelle Accueil 2024, puisqu'on ne peut pas utiliser le logo des Jeux Olympiques, mais bon, peu importe. Accueil 2024, dans laquelle on essaye de donner un certain nombre d'informations pratiques, et c'est pour ça que je reviendrai aussi pour le transport. On nous a demandé comment se stationner en Île-de-France. Enfin, on va le faire pour toutes les villes où il y a les Jeux. Donc en fait, je compte sur vous pour me donner éventuellement des liens ou des informations pratiques, puisque les visiteurs commencent à organiser leur venue sur évidemment la région parisienne ou dans d'autres villes. Ils nous posent des questions quelquefois qui sont surprenantes, ils ne trouvent pas les réponses. Ou alors il faut faire X sites internet pour trouver la réponse. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que sur un même site, on trouve peut-être un certain nombre de liens, un certain nombre d'informations, mais qui va les renvoyer vers une vraie information. Moi, le plus difficile, là, ces derniers temps, ça a été de trouver comment se garer gratuitement à Paris quand on vient avec un véhicule venant de l'étranger. Il faut savoir s'inscrire auprès de la mairie de Paris dans un système spécifique. Alors, quand on est parisien ou francilien, on le sait, mais quand on n'est pas, je dirais, de francilien, on ne sait pas. Et effectivement, sinon on se fait, excusez-moi l'expression, allumer et avoir une amende parce qu'on n'a pas inscrit son immatriculation sur ce site concerné. Et ça peut être valable pour des hébergements, pour type de transport. Donc vraiment, on a besoin de vous pour compléter, pour que le visiteur se sente vraiment accueilli. Mais quitte à ce que des fois l'information ne soit pas trop positive. Et moi je conclurai après, ce que disait en tout cas Marie, c'est qu'on se flagelle tout le temps et qu'il faut mettre en avant nos bonnes pratiques. Et donc avec l'accueil 2024 qu'on construit, c'est vraiment mettre en avant nos bonnes pratiques parce qu'effectivement on a toujours l'impression qu'on fait mal les choses. On est perfectible, il y a plein de choses encore à faire, mais disons ce que nous faisons actuellement les uns autant que les autres. Et peut-être amener ces fameuses nuances de gris dont Marie parlait, ce côté pragmatique anglo-saxon, finalement, c'est peut-être pas idéal, mais au moins c'est fait. Ouais. Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'innover, même en prenant le risque parfois que ça ne marche pas. Mais voilà, au moins il faut essayer, il faut tester. Il y a plein de solutions diverses et variées sur le marché qui sont à expérimenter.
Nous, chez Keolis, dans beaucoup de réseaux, on innove, on teste. Alors parfois, on va pas plus loin, puis parfois on va déployer ou pas. Par exemple, sur la question du guidage en station, voilà, c'est des choses qu'on teste beaucoup en ce moment, notamment pour les personnes déficientes visuelles, que ce soit à Lyon, à Lille, etc. Et voilà, je pense que globalement, dans tous nos métiers, il faut toujours innover. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux prestataires et fournisseurs avec des super solutions, alors parfois qui sont encore un peu bancales, qui peuvent un peu faire peur à des grands groupes comme le nôtre qui aiment bien les choses bien robustes, bien cadrées, bien marketées. Mais voilà, je pense qu'on a cette chance-là à nos postes de responsabilité de pouvoir au moins essayer, avec, comme disait Annette, de toute façon l'objectif c'est d'informer le visiteur, le voyageur, le client, on l'appelle comme on veut, et puis surtout d'être au plus juste, et je conclurai par ça, c'est pour moi, le vrai enjeu, il est aussi dans l'information voyageur, parce qu'on parle d'information voyageur dans les transports, mais c'est vraiment la fiabilité de la donnée, quoi. Et encore une fois, comme tu disais, Annette, c'est pas grave que parfois c'est pas accessible, mais voilà, il faut le dire, quoi. Il faut le dire pour qu'on prépare sa venue chez Accor, chez Disney, dans un réseau Keolis, au château de Versailles et autres. Mais voilà, et je pense que ça, les Français, on est encore très binaires. Donc il va falloir qu'on mette un peu de souplesse là-dedans. Ben, écoutez, merci. Je crois que cette conclusion, on peut la garder parce que malheureusement, on a un peu dépassé le timing. Personnellement, je resterai bien volontiers, mais je n'en ai pas la possibilité. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à cet appel et je remercie aussi Annette Masson avec ATH pour cette organisation parce que moi, j'y vois effectivement des idées que chacun échange en totale transparence et des capacités de partenariat à venir. Et j'espère que si l'année prochaine on se revoit, je pense qu'on pourra voir l'avancement de chacun de vos projets. Donc, longue vie à vos projets. Très de votre présence et bravo pour le travail que vous effectuez. Merci beaucoup Annette Masson. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à vous, cher public. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Bonsoir, bonne journée. Au revoir.